Aujourd'hui, nous allons vous parler de 5 affaires de meurtre qui ont torturé les méninges de toutes les forces de police et de gendarmerie de France, révélant parfois avec quelle légèreté les affaires sont traitées. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Affaire Yves Godard. Signalé vivant, pourtant on a retrouvé ses os dans la Manche. Commençons par la célèbre affaire Yves Godard. Un meurtre suivi de la disparition en mer de toute une famille. Cette histoire a traîné les enquêteurs aux quatre coins du monde, de l'Écosse aux USA en passant par l'Afrique du Sud. Le 1er septembre 1999, Yves Godard, médecin et acupuncteur de 43 ans, prend la mer à bord d'un voilier appelé le Nick. Il est accompagné de ses deux enfants en bas âge, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Il les a eus avec sa première épouse, dont il a divorcé pour épouser Marie-France. Cette dernière n'est pas du voyage. Retenez bien ce fait, car elle vous aidera à comprendre plus tard ce qui a bien pu se passer entre Yves, Marie-France, Camille et Marius Godard. Après avoir quitté Saint-Malo le 1er septembre à bord du Nick, il sera contrôlé le 2 septembre par un douanier qui trouve que le docteur a une attitude suspecte. Dans le voilier, il retrouve l'un des enfants Godard endormi, mais pas de Marie-France Godard. L'affaire Godard commence le 5 septembre, lorsqu'on découvre l'annexe du voilier au large de l'île de Batz, au nord de Roscoff. La première hypothèse est celle d'un naufrage accidentel. Entre-temps, à la gare de Saint-Malo, où Yves Godard a garé son véhicule pour prendre la mer, les militaires découvrent de grosses taches de sang dans son fourgon. Après analyse, il s'avère que ce sang appartient à Marie-France, l'épouse Godard. En plus, le sang contenait une dose mortelle de phénobarbital. À partir de là, la justice française reclasse l'accident mortel d'Yves Godard en meurtre suivi d'un suicide. Durant près de 5 ans, les indices vont apparaître partout en France, semant une confusion monstrueuse dans la tête des enquêteurs. On signalera le docteur Godard aux quatre coins du monde pour finalement repêcher ses ossements le 16 septembre 2006 au milieu de la Manche. L'affaire Godard devient encore plus complexe à partir de là. Affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Pourquoi un homme sur le point de se suicider aurait vidé ses comptes en banque? Notre second dossier, non moins effrayant que le premier, concerne un certain Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès. Il est diplômé de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique, ENSMA Poitiers. Cet ingénieur, qui avait 50 ans à l'époque des faits, est suspecté d'avoir froidement assassiné son épouse et leurs 4 enfants entre le 3 et le 6 avril 2011. Il se serait ensuite dirigé vers Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, où on l'a aperçu pour la dernière fois le 15 avril 2011. Le corps de son épouse et de leurs 4 enfants criblés de balles seront retrouvés le 21 avril. Xavier Dupont de Ligonnès les a drogués au somnifère avant de les tuer à bout portant avec une carabine. Il a même tué leurs 2 chiens, des labradors. Dès la découverte des corps, l'enquête pour disparition inquiétante, qui avait été ouverte le 19 avril, se transforme en information judiciaire contre X pour assassinat. Les proches de Xavier n'en reviennent pas. Pourquoi ce papa qui semblait être heureux en famille l'aurait-il décimé? Les premiers éléments découverts par les enquêteurs révèlent que la société de Xavier Dupont de Ligonnès manquait cruellement d'argent. Elle allait même fermer. L'homme était endetté jusqu'au cou. Mais plus troublant encore, 2 amis de Xavier affirment qu'ils ont reçu un courrier de ce dernier. À l'intérieur, il écrivait qu'il allait soit se tuer tout seul, soit tuer toute la famille avant de se suicider. Mais alors, si Xavier Dupont de Ligonnès a décimé sa propre famille avec l'intention de se tuer après, pourquoi a-t-il eu besoin de cacher leur corps en dessous de la terrasse? Pourquoi a-t-il recouvert les corps de chaux vives pour masquer les odeurs de putréfaction cadavérique? Dernière interrogation, et pas des moindres, pourquoi aurait-il quitté Nantes où il a assassiné sa famille pour se rendre à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var? C'était pourtant plus logique de se tuer sur place. Le mandat d'arrêt international délivré contre Xavier n'a jamais rien donné. La police a exploré les pistes les plus folles. Même jusque dans les monastères, le mystérieux Xavier Dupont de Ligonnès a été recherché. Mais l'impressionnant dispositif technologique déployé par les forces de l'ordre permettra peut-être de le retrouver. Surtout que Christine, la sœur du suspect, affirme que son frère est vivant. Une thèse plausible car il a vidé tous ses comptes avant de commettre l'irréparable. Affaire Estelle Mouzin, disparue sans laisser de traces. Cette affaire est probablement la plus révoltante que nous vous présenterons aujourd'hui. Elle commence un après-midi du 9 janvier 2003, lorsqu'Estelle Mouzin, une petite écolière sans histoire de 9 ans, rentre de l'école. La pauvre enfant sera enlevée, abattue, violée puis étranglée par un lugubre tueur en série connu du nom de Michel Fourniret. La disparition d'Estelle, fille d'Éric et Suzanne Mouzin, a eu lieu à Guermantes, en Seine-et-Marne, à la rentrée des classes.
mais ce n'est qu'à 19h30 qu'elle est signalée comme disparue. Le lendemain, le parquet de Meaux ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration d'une mineure de moins de 15 ans et charge la SRPJ de Versailles de l'enquête. Dès juillet 2003, la police tient un suspect qui a tout à fait le profil de pour commettre ce genre de crime. Son nom est Michel Fourniret et il se fera arrêter en Belgique en juin 2003. Mais ce dernier clame son innocence. Il prétend qu'au moment des faits, il était en Belgique à son domicile. D'ailleurs, il a même passé un coup de fil à son fils pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. La police va naïvement le croire, vérifiant à peine cet alibi léger. Finalement, c'est le 6 mars 2020, 17 ans plus tard, que Michel Fourniret sera condamné. Il a été dénoncé par sa femme qui était sa complice à l'époque. Comme vous le verrez, l'incompétence de la police aura aidé Fourniret durant toute l'enquête. Tuerie de Chevaline. Ils ont fui la violence en Irak pour se faire tuer dans la commune de Chevaline. Les faits remontent au 5 septembre 2012, lorsque 4 personnes sont méthodiquement abattues par un homme dont on ignore encore l'identité à ce jour. Saad Al-Hili, un Britannique d'origine irakienne de 50 ans, son épouse de 47 ans et sa belle-mère de 74 ans seront abattus de plusieurs balles dans la tête, dans leur voiture, sur une route de montagne près de Chevaline, sur les hauteurs du lac d'Annecy. À côté des 3 victimes, j'ai également le corps de Sylvain Mollier, un cycliste de 45 ans vivant dans la région. La famille Al-Hili avait fui l'Irak au début du règne de Saddam Hussein pour s'installer en Grande-Bretagne. Ils sont venus sur la rive ouest du lac d'Annecy pour passer des vacances en famille. Heureusement, le tueur manque de balles et n'a pas pu tuer 2 autres membres de la famille. Zainab, l'aînée de 7 ans qui avait été copieusement tabassée, et Zina, 4 ans, qui a eu le réflexe salvateur de se dissimuler sous le siège de la voiture, protégée par les jambes de sa mère. Les 2 fillettes, traumatisées, n'ont jamais pu identifier ni donner une description fiable de leur agresseur. Un motard barbu qui conduisait sur cette route au moment des faits a d'abord été arrêté, mais il a été relâché sous prétexte qu'il a une vie sociale trop calme pour commettre ce genre de crime. Mais le plus étrange dans cette affaire, c'est que le tueur n'a utilisé qu'un pistolet semi-automatique Luger P06 Parabellum qu'il a dû recharger jusqu'à 2 fois. Dans cette affaire, plus que dans toutes les autres, les théories ont fusé de partout. L'affaire Paquita Parra, un ADN inconnu, le coupable jamais retrouvé. L'affaire Paquita Parra, c'est l'histoire de 5 frères et une maman ébranlée par le meurtre sauvage de leur sœur et fille unique. Depuis près de 25 ans, cette famille a patiemment subi les mauvaises pistes et les longues procédures erronées. Tout commence le 4 décembre 1998, lorsqu'au cours d'une nuit glaciale, 2 gendarmes retrouvent la carcasse d'une Fiat Punto rouge qui finit de se consumer dans la vallée des Eaux Claires, à Puy-Moyen en Charente. Il est environ 3 h du matin et les gendarmes distinguent dans cette voiture le corps d'une jeune femme à moitié carbonisée. Francica Parra Palmero, âgée de 30 ans, que l'on surnommait affectueusement Paquita Parra, n'est plus. Mais qui a donc pu commettre un crime aussi horrible ? Voilà 25 ans que les enquêteurs se posent la question sur cette affaire qui est désormais un cold case. De toutes les histoires que nous vous avons présentées aujourd'hui, l'affaire Paquita Parra est celle qui présente le moins d'indices. On ne sait même pas si le tueur a agi seul ou s'ils étaient nombreux. Jusqu'en 2018, l'ex-petite amie de Paquita Parra est le seul suspect sérieux aux yeux de la police. Mais faute de preuves, il a été relâché. Enfin, en 2018, une boîte rose contenant les effets personnels de Paquita Parra est retrouvée par une jeune lycéenne. La justice va alors ordonner l'exhumation du corps de la victime, les enquêtes reprennent avec les outils modernes offerts par la technologie. Mais pour quel résultat? Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.